Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur La Relève au micro, qui est un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Azélie Pouliot, je suis co-directrice bénévole du comité marketing créatif de la JCCM et j'ai le privilège d'être votre animatrice pour cette belle conversation aujourd'hui. Dans cet épisode tout spécial, en direct de notre hors-série climat, on a le plaisir d'avoir deux experts dans leurs domaines respectifs pour discuter d'un sujet qui nous concerne en moyenne 3 fois par jour, plus ou moins. Donc, vous l'aurez deviné, c'est l'alimentation, mais plus précisément l'alimentation durable. Donc, on a le privilège d'être accompagné de Jean-Martin Fortier, qui est un agriculteur de renommée internationale, entrepreneur, auteur et fondateur de l'Institut Jardinier Maraîcher, notamment pour ne nommer quelques accomplissements, ainsi que Florence Léa Siri, qui est éco-entrepreneur, experte de la lutte au gaspillage alimentaire et lauréate du prix Arista en 2022 dans la catégorie responsabilité sociale. Merci de votre présence puis bienvenue à notre micro. Merci. On peut dire que j'ai devant moi deux acteurs clés de l'alimentation durable, notamment de la terre quand on pense à toi, Jean-Martin, puis ensuite à l'assiette. Il y a aussi un retour à la terre avec toi, Florence Léa. Donc, je commence avec une question plus de mise en bouche, no pun intended, qui est assez générale. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'alimentation durable? C'est quoi les piliers principaux de ce concept, Jean-Martin? Wow! L'alimentation durable, moi, je pense que c'est directement lié à l'agriculture qui la supporte. Donc, tu sais, dans le fond, il y a tout un concept qui dit « You are what you eat ». En anglais, ça sonne mieux qu'en français. Mais c'est tellement vrai, tu sais, notre santé est directement liée à ce qu'on mange. Puis, c'est la même chose avec la terre. Tu sais, quand on fait pousser des légumes, c'est incroyable. Tu sais, le légume va être aussi en santé, vigoureux que la terre, comment qu'elle est bien nourrie puis bien travaillée ou pas travaillée, peu importe. Mais il y a un lien direct là avec nourrir la terre, nourrir la plante puis nourrir l'homme. Puis ça, on savait ça depuis tout le temps, mais depuis 50 ans, il y a comme une espèce d'expérience en cours où est-ce qu'on a voulu mettre la science dans tout ça. Puis c'est là que l'alimentation saine, elle vient connecter avec l'agricole. Puis c'est un message que je veux porter parce que les gens ne le savent pas. Ils vont penser que l'alimentation saine, c'est genre une belle bouteille avec un beau branding. Ça n'a pas rapport. Souvent, ce qui est le moins bon pour nous, ça a un super branding. Tu sais, Coke, Pepsi, c'est des exemples. McDonald's, c'est des experts là-dedans. Fait que c'est de renouer avec le vivant, avec l'agricole, avec le terroir. Puis ça veut dire nécessairement d'aller court-circuiter les grandes chaînes, le marketing, puis de reconnecter avec l'alimentation vivante. Fait que, tu sais, je sais pas si j'ai trop dit de mots, là, mais en gros, là... ça met la scène, c'est parfait. Ouais, puis tu sais, je suis bien excité par ces choses-là. Fait qu'il faut me couper, là, si je parle trop, là. Je trouve ça passionnant. Mais vous avez comme les deux côtés du spectrum, donc ça va être super intéressant de voir comment on rallie les deux. Mais Florence Léa, selon toi, l'alimentation durable, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est drôle, moi, il y a deux mots qui me sont venus en tête, c'est optimisation puis potentiel. Je trouve que c'est deux mots qu'on néglige dernièrement. Avec le système alimentaire qui est toujours un peu comme notre système de consommation d'acheter, jeter, qui fait que un des symptômes du système alimentaire, c'est le gaspillage. Puis, je trouve que si on veut avoir un système qui est plus durable, bien, c'est aussi de regarder tout le potentiel d'un aliment. Tu sais, moi, quand je vois un chou-fleur, bien, je vois 100% de son potentiel comestible, c'est-à-dire tout le chou-fleur. Puis, il y a des aliments qui, évidemment, il y a certaines parties qu'on va pas manger, ou il y en a d'autres qu'on va aller cuisiner pour aller, comment je pourrais dire, ajouter un petit plus à notre recette. Mais après ça, une fois que je vais avoir, par exemple, fait un bouillon avec des épluchures de carottes puis des pots d'oignons, ben là, je vais avoir pris 100% de son potentiel comestible et je vais le retourner à la terre. Mais tout ça, j'aurais dû rajouter un troisième mot, c'est plaisir. Parce que c'est vraiment important d'ajouter une notion de plaisir. Ça devient vraiment un jeu pour moi. C'est même pas c'est même pas une tâche, tu sais. Puis le potentiel, ben c'est ça, c'est comme j'optimise, donc je mange à 100%, puis je vois le potentiel, donc je vois au-delà de qu'est-ce qu'on me dit par l'industrie que je devrais manger telle partie, puis après aller en racheter. Donc j'honore aussi différemment. Pour moi, c'est ça aussi. Merci beaucoup. Puis quand on pense au début du cycle de vie de l'aliment, on retourne un peu à la terre, puis on parle de durabilité, on entend
produire dans des quantités suffisantes, notamment, puis de demeurer accessible économiquement. Puis dans le contexte économique actuel, comment est-ce qu'on continue d'encourager, de convaincre, de motiver les gens à continuer de consommer de la bonne manière, puis d'acheter les bons produits? Comment est-ce qu'on pourrait commencer avec ça? Premièrement, tu sais, quand on m'invite, il faut savoir que j'arrive des fois avec des affaires qui sont un peu dramatiques. OK? Mais 80% de la valeur de ce qu'on achète en épicerie, c'est de l'argent qui s'en va à la distribution et à la commercialisation. Il y a 20% qui est vraiment ce qui s'en va aux producteurs. Donc, tu sais, si on veut reconnecter avec le producteur, le terroir, le territoire, il faut nécessairement que ça soit cette marge-là qui soit comprimée. Puis pas le producteur, parce que lui, il est déjà à côté. Puis il est à côté, donc on lui demande techniquement de faire du moins bon. Parce qu'il est tellement à côté. Si on y donnait plus, puis si on enlevait la partie de l'équation qui est à la distribution, à la commercialisation, puis il existe plein de circuits courts aujourd'hui qui font l'exemple puis la preuve que ça fonctionne, là, on pourrait valoriser le travail d'un agriculteur et dire « Hey, nous, ce qu'on veut, là, c'est que tu nous fasses les meilleurs aliments pour nos santé. » Parce que c'est intimement lié, la santé humaine puis l'alimentation, c'est la même chose. Fait que c'est cette partie-là qu'il faut regarder. Puis quand je pense à des jeunes entrepreneurs, j'ai hâte de voir qui va crack the code, de faire le spin puis de dire « Hey, moi, je produis du bio équitable, de très grande qualité, l'agriculture régénérative, disponible moins cher qu'en épicerie. » Parce que j'ai bypassé tout le gros système de distribution, qui est de toute façon qui est une vieille affaire des années 50. Ouais. Puis si on pense à exactement ça, le bottleneck, si je peux me permettre, de la distribution, c'est quoi qui est inclus là-dedans, si tu peux nous décrire un peu? Bien, tu sais, c'est dans le fond, nos habitudes, c'est d'aller à l'épicerie. C'est là qu'on s'alimente. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être ça, puis c'était pas ça avant. Tu sais, avant, il y avait des marchés, les gens s'alimentaient comme ça. Aujourd'hui, on peut imaginer plein d'autres façons de consommer, que ce soit avec des applis, que ce soit avec des paniers, ou même réinventer l'épicerie pour que ce soit des épiceries de producteurs où est-ce que les marges, on les enlève. Fait que dans le fond, à un moment donné, on a fait des grosses épiceries, puis l'idée, c'était de dire, je vais avoir la plus grosse épicerie dans la ville, t'es sûr ta voix. Puis c'est comme ça qu'ils ont attiré tout le monde là, mais ça coûte cher, ça, ce modèle-là. Fait que, tu sais, ça passe-tu par rentrer dans un gros centre de distribution, s'alimenter? Je suis pas sûr que oui. Puis quand on pense à l'impact environnemental des aliments, on pense aussi au transport, à l'approvisionnement, à la distribution. Au gaspillage, parce que, tu sais, c'est fou, là. Tu sais, le gaspillage au niveau de la production, parce que moi, je connais plus, tu sais, mettons qu'on veut alimenter une chaîne, ce qui n'est pas mon cas, parce qu'on est des petites fermes, mais la carotte, il faut qu'elle soit parfaite. Fait que, il y a à peu près le 1/3 qui est écarté directement au champ, juste parce que la carotte, là, elle est croche. Elle n'est pas moins bonne, là, elle est juste un peu croche. Fait que là, elle est écartée. Puis il y a un autre tiers qui va souvent être écarté parce que là, elle n'est pas croche, elle n'a pas le bon calibre. Fait que c'est vraiment... C'est pour rentrer dans des standards qui, finalement, sont pas vraiment nécessaires. C'est purement esthétique. Puis qu'est-ce qui arrive avec ces aliments-là? C'est composté sur place. C'est jeté. C'est du vrai gaspillage. Wow. Ouais. Wow. C'est que, tu sais, on peut le voir de même. Là. C'est entre 2/3 et la moitié qui va vraiment dans nos assiettes, mais il y a 1/3 qui est littéralement gaspillé systématiquement, juste à cause des calibrages. Puis ça, est-ce que le calibrage est plus rigide avec les grandes chaînes? Ben oui. OK. Donc, est-ce qu'il y a une réutilisation dans le réseau plus de micro-fermes? Bien, tu sais, peut-être que Florence pourra nous en parler. Il y a des initiatives, mais tu sais, c'est compliqué pour un maraîcher, par exemple. Moi, je suis maraîcher, je fais des légumes. Tu sais, d'avoir 2 mises en marché, d'avoir les légumes moches d'un bord. Puis, tu sais, finalement, ça serait juste bien s'ils n'avaient pas ce standard-là. Puis que le légume, s'il est simple, s'il est bon, il soit consommé comme ça. Puis quand les gens achètent des paniers bio, des maraîchers, des fermiers de famille, les légumes ne sont pas parfaits, là. Mais c'est pas grave.
changes Mais rien. ils sont frais, par contre. Ils sont frais, par contre. Ben oui. C'est ça. C'est Ils sont frais, vraiment par pas contre. parfait puis frais. Je me pose pas longtemps la question. Tu sais, c'est frais, là, me semble. Ben, Tous justement. les pesticides, tous les produits chimiques qui vont pour éviter qu'il y ait une petite tache ou que l'insecte n'aille pas piquer un peu, ça, on le mange après. Fait que, ça. Puis je pense que c'est une bonne opportunité. Ton expertise, Florence Léa, est peut-être un peu plus côté cuisine, gaspillage dans l'assiette, mais si on pense au gaspillage qui est fait à l'état de la production, est-ce que tu as une intuition sur comment on pourrait adresser ça? Ben, tu sais, moi, je fais de l'accompagnement, fait que c'est sûr qu'il faudrait que j'aille sur le terrain parce que j'imagine qu'il y a différentes façons de faire aussi, là. Je peux pas répondre sur le vif comme ça, mais c'est sûr qu'il y a des façons de changer les procédures pour penser à tout ça. Parce que si tu déclasses certaines parties, ben est-ce que tu t'arranges pas pour que dans ta chaîne d'approvisionnement, ben cette partie-là soit tout de suite... Mais comme il dit, c'est dur d'avoir deux marchés, là, mais est-ce que... Comme ce gaspillage-là peut pas être tout de suite redistribué, mais il faut que l'entreprise ait la volonté à la base, que ça fasse partie de ses valeurs de base, tu sais. Puis pour faire du pouce sur ce que tu disais, je trouve que c'est vraiment un problème aussi très nord-américain d'avoir comme le plus gros, le plus beau tout le temps, parce qu'il y a des pays dans le monde où est-ce qu'il y en a pas là, des commerces biologiques, parce que le biologique fait partie de l'offre. Puis c'est pas plus cher nécessairement, c'est juste dans les valeurs, nos politiques alimentaires vont devoir changer. Puis je pense que la nouvelle génération a ce défi-là, mais c'est quand même un très beau défi aussi de dire non, ça fonctionne plus, puis c'est pas comme ça que nous, on envisage l'avenir. Donc, comment est-ce qu'on va s'assurer que tout le monde puisse continuer à survivre, mais d'une façon complètement différente aussi, pour qu'on intègre, puis ça soit pas un en opposition à l'autre. Moi, c'est l'opposition qui me dérange constamment, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas tout comme étant une normalité aussi? Absolument. Puis, on voit de plus en plus les bénéfices évidents d'avoir une agriculture ou une production qui est plus locale, plus à proximité. Mais on entend souvent des personnes, des opinions assez fortes sur la capacité des micro-fermes puis de l'agriculture à proximité d'être capable de fournir la demande de la population. Quelle est ton opinion sur cela? Il est très fort, moi aussi. Tu sais, on dit, est-ce que ce modèle, les micro-fermes, c'est des petites fermes diversifiées, tu sais, les fermiers, les fermières de famille, les paniers bio, les marchés. Ça peut-tu nourrir le monde? Mais tu sais, c'est une drôle de question. Ça peut-tu nourrir le monde? Tu sais, y a-tu une PME ici au Québec qui a comme but de approvisionner la planète? Non, c'est une PME. Une ferme, c'est une PME. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est nourrir sa communauté, son marché local. Puis la clé, c'est de voir, tu sais, si ces fermes-là, on les multipliait par 1000, puis si on les professionnalisait, donc ces gens-là s'amélioraient au niveau de la productivité, de la production, ça serait quoi l'impact de ça? Puis la flip side, c'est qu'il faut qu'il y ait de la demande. Parce que, tu sais, si on multiplie ces fermes-là, puis on crée plein de programmes pour les aider, mais que la demande n'est pas là, tu sais, tout le monde se cannibalise, puis en bout de ligne... Fait qu'on compétitionne avec les chaînes. Parce qu'on ne rentre pas dans les chaînes. Parce que les chaînes, juste pour que vous sachiez, nous autres, ils vont acheter d'un gros producteur, puis là, ils vont redistribuer partout, des gros volumes. Nous, on arrive avec le contraire. On a plein de petits volumes partout. Fait que, on parle d'un peu décentraliser le système alimentaire. Mais encore là, il faut que la demande soit là. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation, d'apprendre aux Québécois et aux Québécoises de manger en saison. Qu'est-ce que ça veut dire, manger en saison? C'est pas compliqué, ça veut dire manger comme nos grands-parents mangeaient, puis c'était hot avant qu'est-ce qu'ils mangeaient nos grands-parents. Là. On pense que c'était des arriérés, mais pas pantoute, là. C'est peut-être nous qui n'a pas rapport avec nos fraises fraîches au mois de janvier. Là. C'est pas nécessaire pour le bonheur, ça. Là. Puis il y a ton restaurant champêtre, si oui, je ça en est pas. un exemple de ça, tu sais. Puis c'est donc en saison et local. Oui. Puis est-ce que la demande, selon ton expertise, autant pour les micro-fermes, mais pour le restaurant, est-ce que la demande, elle est grandissante? Il faut. Ben, tu sais, elle a la demande, là, tu sais. Il faudrait leur demander si c'est important pour vous, si c'est dans vos valeurs. Puis c'est sûr que si tu dis oui, il faut que tu payes plus cher, là, t'en perds un peu. Mais si, mettons, tu dis oui, mais tu ne payeras pas plus cher. T'sais, on va trouver comment tweaker ça. C'est là que ça devient intéressant. C'est juste je vous le dis, c'est 80% du revenu. Il est dans la commercialisation et dans la distribution. Fait que, tu sais, il y a de la marge là-dedans, là. Donc voilà, j'arrête là.
J'arrête là sur cette question-là. Peut-être une dernière question côté terre, ensuite on bascule vers l'assiette. Comment on s'adresse notamment avec le balado à la relève d'affaires? Donc, comment est-ce qu'on peut inspirer la relève d'affaires québécoise de retourner vers la terre, autant pour être plus près de la nature, mais aussi de les convaincre que les métiers de la terre peuvent être non seulement valorisants, mais aussi justement rémunérés? Oui, bien moi, je pense qu'ils le sont. C'est juste qu'il y a une adéquation qu'on comprend mal. C'est, en fait, quelqu'un qui va démarrer une ferme ou qui va devenir un artisan, avec aujourd'hui les technologies de mise en marché, web, tout ça, les plateformes, on est capable de se créer un magasin, on est capable de vendre notre production. Après ça, il faut avoir quand même le réflexe d'avoir un budget, puis un forecast, puis un prévisionnel. Puis il faut que ton modèle d'affaires, il marche quand même sur papier, là. Puis ça, souvent, dans le monde agricole, tu as des gens passionnés, travaillent avec cœur, mais tu sais, ils calculent moins un peu. Tandis que tu as du monde, peut-être, qui viennent du milieu plus de l'entrepreneuriat, qu'eux, ils vont calculer d'abord, puis après ça, ils vont se dire, OK, ben là, je vais faire quelque chose qui a du sens pour moi. Quand on entend ça, on a besoin de comptables. Ben, tu sais, tu as besoin comme entrepreneur de bien calculer ta démarche, puis de savoir lire ton modèle financier, puis de le voir aussi comme ça. Ça, c'est la première chose. Après ça, je veux dire, si réellement, au Québec, on vivait une appréciation profonde pour notre territoire, pour l'alimentation saine, si on faisait le lien avec le système de santé qu'on paye, ça pourrait aller vite que les gens réalisent que ça vaut la peine d'acheter local et en saison et bio. Puis, tu sais, moi, je le dis souvent, tu sais, ça pourrait se faire en 24 heures, qu'il y ait un changement majeur au Québec. C'est comme une éclipse. OK? La seule affaire qu'il faudrait voir, c'est quand on rentre dans une épicerie, il faudrait avoir une image, une vidéo sur les produits qui sont là, comment ils sont fabriqués. Il faudrait qu'on voit les œufs qui sont là, les poules, ça ressemble à quoi ces poulaillers-là. Il faudrait qu'on voit le lait industriel, ça ressemble à quoi ces vaches-là. Il faudrait qu'on voit des champs d'amandes, il faudrait qu'on voit des champs de fraises, il faudrait qu'on voit tout ça en réel, puis c'est sûr que les gens paieraient un peu plus pour à côté. Fait qu'il y a comme une opacité qui existe qui empêche les gens de faire un meilleur choix. Je trouve que c'est quand même motivant de savoir que parfois, quand on parle des changements climatiques, on se sent un peu sans recours, ou parfois c'est des problèmes qui sont tellement énormes qu'on a de la difficulté à voir le futur. Puis c'est quand même inspirant de savoir qu'il y a des changements qui pourraient être faits rapidement, puis de changer vraiment le mode de consommation de la population. Donc moi ça m'inspire. Je sais pas qui va aller les mettre, ces vidéos-là, là, mais ça serait ça, c'est une autre histoire. Tu sais. On va y arriver. Donc, pour faire un petit bond de la terre à l'assiette, en 2017, au Canada, il y a 63% des résidus d'origine alimentaire jetés par les ménages qui auraient pu être évités. Donc, Florence Léa, c'est quoi des stratégies concrètes, c'est ton expertise, qu'on pourrait tous mettre en application pour réduire cette part de gaspillage-là dans notre quotidien? Puis aussi, où est-ce qu'on en est depuis 2017, si tu as des statistiques plus à jour? Bien, déjà, depuis 2017, je sens un intérêt plus qu'à l'époque. Avant, personne ne se sentait concerné. Puis c'était toujours les autres qui gaspillaient. Maintenant, on comprend qu'on fait partie du problème et qu'on peut aussi faire partie de la solution. Mais tu sais, moi, je suis pas du tout intéressée à savoir qui est le plus coupable, tu sais, parce que ça serait facile de dire, ah, ben les agriculteurs, c'est parce que, tu sais, dans le fond, ben non, là, tu sais, dans le sens qu'on fait toute partie, on a toute notre part de responsabilité. Donc, déjà, moi, je mets tout le monde au même niveau, mais la curiosité puis la recherche de solutions est plus présente qu'il y a 5 ans. Pour moi, ça, c'est une grande nouvelle. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fondé mon entreprise, il y a 12 ans, personne n'en parlait. Là, moi, je disais que je faisais de l'économie familiale. Je modernisais les techniques de nos grands-parents. Donc, tu sais, maintenant, il y a un terme déjà qui a apparu, fait que c'est bon signe. Puis je le vois aussi que le consommateur, même si je pense pas que le consommateur a toute la part de responsabilité, au contraire, mais déjà, lui, a comme ce questionnement-là au quotidien sur qu'est-ce qu'il consomme puis comment il s'en départit s'il ne consomme pas tout. Donc, par rapport à ton 63%,
Ben, c'est une question qui est complexe parce qu'il existe certains concepts de la cuisine zéro gaspillage. Moi, j'aime bien dire qu'on commence toujours par évaluer. Donc, on essaie de comprendre où se déclenche notre gaspillage parce que c'est pas vrai qu'on va gaspiller une fraise pour la même raison qu'on va gaspiller un reste de lunch ou si vous mangez de la viande, un reste de bœuf, par exemple. Donc, c'est d'essayer de comprendre sur notre chaîne de consommation personnelle où le gaspillage se déclenche par rapport à chaque aliment, puis de ne pas être en train de se dire « Ah, j'aurais pas dû », puis en train de se taper dessus, c'est de dire « OK, et où mon opportunité de faire les choses différemment la prochaine fois? » Puis moi, je peux arriver là, devant des gens, moi, je fais 100 conférences par année, fait que tu sais, je suis habituée de parler à des gens comme ça, mais de leur dire « OK, mais c'est de même que ça marche, je vais toutes les perdre. » Parce que c'est comme si quelqu'un me disait toi, il faudrait que tu arrêtes de manger des bananes pour réduire ton empreinte écologique. Puis tout, mais tu sais, moi, j'en mange pas des bananes, j'aime pas ça. Tu comprends-tu? Fait que je perdrais l'attention. Fait qu'en fait, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de concepts. Puis il faut expliquer les gens que ces options-là, elles sont toutes modulables en fonction de leur réalité à eux. Puis qu'en fonction de qu'est-ce qu'ils mangent, ils peuvent apprendre à substituer. Donc, moi, ce que j'appelle les canevas de recettes, c'est quand je lis une recette, mais je lis par catégorie d'aliments. Donc, si j'ai pas, mettons, une patate, ben je peux décider de mettre une patate douce ou un panais. Donc, de substituer comme ça en fonction aussi de la saison. Donc, moi, je mange toujours la même chose, mais ça paraît jamais parce que je suis toujours en train de me laisser guider par rapport à ce que j'ai de disponible en fonction des aubaines et des saisons. Donc, ça vaut vraiment ça fait vraiment une différence pour vrai. Puis, on reste dans nos barèmes puis nos capacités personnelles, puis après ça, on devient meilleur. Et là, on a envie de faire un autre changement. Souvent, le deuxième changement va être de donner 1, 2, 3 vies à ses surplus. Parce que l'être humain est constitué d'une façon qu'on mange un repas une première fois, on est content. La deuxième fois, on mange des restes, on fait la bonne action. La troisième fois, ça ne nous tente plus. Puis là, on va le procrastiner jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais quand on comprend qu'est-ce qu'on aime manger, puis que chaque aliment est la base d'une future recette, donc je ne repars pas de zéro, je gagne du temps, ça devient créatif, je m'amuse. Si je reviens beaucoup à la notion de plaisir, bien déjà là, on est en train de retransformer notre façon de cuisiner sans que ça soit un fardeau. Puis, bien, donc, donner 1, 2, 3 vies. Puis, le dernier concept principal, je dirais, c'est d'apprendre à justement trouver les bénéfices de cuisiner les parties qui sont déclassées. Donc, tout ce qui est épluchure, fan, et ainsi de suite. Moi, c'est pas vrai que je mange toujours mes fans de carottes. Je les mange juste en saison quelques fois, mais les scones que je fais avec ça sont incroyables. Mais moi, j'ai un canevas de base de scones, puis là, quand la saison des carottes est terminée, puis j'en ai fait assez, puis j'en ai congelé, mais à ce moment-là, ben je vais prendre les fans de betterave ou, tu sais, je vais prendre d'autres choses. Donc, c'est d'y aller de soi. Vous comprenez? C'est vraiment de dire qu'est-ce que moi je consomme puis comment je peux prendre plaisir à changer quelques petites habitudes d'un repas à la fois. Puis après ça, on va devenir conscientisé. Puis il y a des choses qui nous dérangeaient pas dans l'industrie alimentaire qui vont venir à vraiment nous irriter. Puis là, on va devenir un consommateur qui va exiger des changements aussi. Donc, tu sais, il faut partir de soi, vraiment. Je peux-tu ajouter un commentaire? Absolument. Parce que moi, je veux renforcer ce que tu dis. Oui, vas-y. Parce que je l'ai vécu moi-même. T'sais, moi, je ne viens pas d'une famille où est-ce qu'on mangeait comme ça. Mais j'ai commencé à fréquenter une fille dans la jeune vingtaine qui est ma femme depuis 25 ans. Mais elle, ça a toujours été comme ça. T'sais, elle va faire avec ce qu'il y a. Ouais. Puis elle va changer un peu la recette en fonction de ce qui est disponible. Puis c'est fou l'impact qu'elle a eu sur moi parce qu'elle n'a jamais dérogé de ce principe-là parce que pour elle, c'est comme ça. C'est comme ça. Fait qu'elle m'a influencé dans mes choix à moi, puis moi, ben j'ai influencé beaucoup de monde, puis... Fait que, tu sais, il y a un pouvoir là-dedans. Complètement, oui. Puis c'est notre pouvoir d'agir, il part de comment on prend plaisir à transformer les choses en partant de soi. Oui. Puis j'ai une question pour vous, parce que les deux, vous avez mentionné la saisonnalité, l'accès à des aliments qui sont en saison, mais pour des gens qui vivent en ville, qui ont accès à presque tout, n'importe quand, n'importe où. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est en saison? Comment est-ce qu'on peut adapter puis s'arrimer avec, dans le fond, les cycles ici, au Québec, si on a vraiment accès à tout le temps? Oui, bien ça encore là, tu sais, on est à la jeune chambre de commerce. Donc, tu sais, moi, j'aimerais ça avoir la réponse de jeunes entrepreneurs qui vont arriver avec des idées de comment flasher les gens avec cette information-là. Mais c'est quand même des informations de base. Tu sais, on a un guide alimentaire au Canada qui est n'importe quoi, mais tu sais, le guide de la saisonnalité, tu sais, il n'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'il est un peu compris,
Ce qui est dommage, c'est que tu arrives à l'épicerie puis c'est pas comme ça qu'on nous le présente. Tout est mélangé. Tu vois pas ce qui est du Québec, ce qui l'est pas. Le bio, il est dans un bar. Il vient de la Californie. C'est vraiment pas mieux, là. Fait que, tu sais, ça devient que c'est compliqué comme consommateur de faire le bon choix. Si c'était juste bien organisé, là, ce serait vraiment simple puis on serait pas là. Mais ça revient je sais pas comment ça que c'est compliqué comme ça, mais tu sais, moi, la démonstration que je fais avec mon restaurant ou avec mes projets, c'est qu'on peut avoir une alimentation vivante, saine, à l'année au Québec. Puis c'est hot, là. Tu sais, tantôt, là, je récoltais des céleris, je récoltais des épinards. Mon caveau, il est rempli de légumes incroyables. Des viandes, il y en a à l'année au Québec, tu sais. On peut faire des micro-pousses, tu sais. Je veux dire, c'est pas compliqué, là. Sauf que on dirait qu'on vit dans une économie de marché où est-ce que la saisonnalité ne fait pas partie de l'équation, mais elle devrait faire partie de l'équation parce que si on veut être socialement responsable avec nos choix, si on parle de souveraineté alimentaire, ça rime avec saisonnalité. Il faut que ça soit l'étoile du Nord. Puis, quand on parle de souveraineté alimentaire, un peu comme on avait dit avec les micro-fermes puis la capacité de fournir, à quel point c'est réaliste pour le Québec d'être souverain alimentairement? Totalement réaliste. Demain, en 24 heures? Oui. Excellent. Oui. C'est la bonne réponse. C'est comme une fausse prémisse de dire on n'est pas capable. On n'est pas capable parce que la demande n'est pas là. Tu sais, c'est bien plus facile de troquer quelque chose de la Floride que de s'organiser ici. Mais en même temps, tu sais, les oranges, on serait capable d'en avoir pareil. Là. C'est pas ça. La souveraineté alimentaire, c'est pas dire qu'il n'y a plus de bananes, plus d'oranges. Dire que c'est pas ça qui est au cœur de ce qu'on mange. Bien, l'adaptation semble être beaucoup plus sur les habitudes de consommation et de cuisine que sur la production parce que les aliments sont disponibles. Mais c'est vrai, on mange en fonction de nos envies, au lieu de se laisser dicter quoi manger en fonction des saisonnalités et de qu'est-ce qu'on a déjà entamé dans le frigo. Tu sais, moi, j'en parle énormément, là, mais la seconde que j'ai taillé un brocoli, bien, mes recettes futures vont être créées autour de ce brocoli-là. Pourquoi le gaspiller? Au lieu de, tu sais, pour moi, ça fait pas de sens. Mais il y a des trucs qu'on peut appliquer pour conserver le brocoli plus longtemps, puis qu'au lieu que le pied de brocoli épaississe, parce que ça fait 4 semaines qu'on le laisse traîner dans le bac à tiroir, dans le tiroir de légumes pas d'amour, ben tu sais, on le met dans un petit centimètre d'eau, il va rester croquant. Puis là, ben, hey, moi, j'aime ça, manger de la salade de choux, je vais l'intégrer dedans. Tiens, hey, là, je vais prendre plaisir à ça. Donc, tu sais, c'est en fonction de ce que j'ai sous les yeux. Puis pour revenir à ce que tu disais, comment on fait pour choisir aussi, comment on fait pour savoir quels sont les aliments qui sont en saison, bien, tu sais, les aliments d'hiver, bien, c'est des aliments de conservation. Donc, tu sais, on le sait que, bien, ça va peut-être un petit peu moins frais, mais il y a tellement d'autres choses à faire avec. Tu sais, c'est pas aussi, quand je dis frais, c'est comme comparativement, mettons, à une fraise, là, qui est plus fragile, et ainsi de suite. Il y a les viandes aussi. Oui, ben oui. Tu sais, un beau braisé de bœuf, là, en hiver, là, je veux dire, that's it, là. Avec du céleri rave, puis moi, j'adore mettre de la rhubarbe aussi, puis tout ça. On démarre une recette. Je suis ancienne traiteur, hein? Un beau vin nature. Tu sais, je veux dire... Mais ce qui m'inspire beaucoup, auquel je n'avais pas vraiment pensé, c'est la créativité que ça génère de se dire comment je peux intégrer ça dans une prochaine recette. C'est le fun, c'est le plaisir. C'est ultra valorisant. En fait, là, moi, je suis pas bonne en peinture, mais c'est comme j'ai toujours l'impression que je fais une toile. À chaque fois que je cuisine, je m'exprime. Mais tu sais, même quand tu as une journée vraiment difficile, le fait de sortir cette créativité-là de toi, puis ce qui va en générer toute cette fierté, puis de « Ah, c'est moi qui ai fait ça », puis là, la prochaine fois, tu vas aller plus loin. « Ah, je pourrais ajouter telle petite épice. » Puis là, là, j'ai plus céleri rave, mais je pourrais mettre, je vais essayer le panais. Tu sais, pourtant, le panais, c'est peut-être pas mon truc. Ah, mais là, peut-être, je vais aimer ça maintenant. Puis là, je vais le découvrir sur un autre angle. Donc là, je vais pouvoir me mettre du panais dans mon peut-être gruyot du matin, tu sais, puis des trucs comme ça. Fait que là, c'est toujours essayer de se dépasser. Encore une fois, dans le plaisir. Tu sais, moi, je reviens toujours à ça, mais c'est parce que c'est tellement agréable quand c'est pas nous qui choisissons toujours puis qu'on se laisse surprendre. On va vraiment s'épanouir d'une façon... Peux-tu prêcher pour ma paroisse une minute? Oui. Parce que, tu sais, dans le fond... Merci de demander la permission. Non, mais je veux dire, c'est toi qui drive l'agenda. Mais tu sais, tu poses une question, puis moi, je trouve que j'arrive avec une réponse un peu sociétale, mais tu sais, concrètement, tu t'abonnes à un panier bio d'un fermier de famille,
Puis Ça va être en saison. Ça va être en saison, puis tu vas faire avec ce qu'il y a, puis tu vas découvrir des légumes, puis tu vas cuisiner. Et ton argent va aller directement dans la poche d'un fermier ou d'une fermière. Tu vas les encourager direct, là. C'est 100% dans leur poche. Et tu crées un lien humain aussi. Tu crées un lien humain, puis tu te reconnectes avec le terroir, avec l'agricole comme ça. Fait que dans le fond, tu sais, je peux te raconter qu'il faut changer plein de choses, mais tu sais, cette solution-là, elle existe déjà, puis elle est quand même bien éparpillée. Moi, je comprends mal pourquoi les gens font moins ce choix-là. Quand j'entends que les gens sont trop occupés, je suis comme, t'es trop occupé pour... Tu sais, c'est manger, c'est le plaisir, c'est juste ça qui compte, là. C'est la famille, c'est manger, c'est de faire de l'exercice. C'est un peu la base. C'est clair. C'est les amis. Ben oui. Mais il y a beaucoup de préjugés dans le milieu alimentaire, que ça va être long, ça va être compliqué, ça va être dispendieux. Mais au final, tu sais, quand tu te mets à juste faire griller des légumes, une plaque de légumes, peu importe. Après ça, là, le nombre de recettes que tu peux faire avec cette plaque de légumes-là qui va se conserver pendant plusieurs jours, tu sais, finalement, moi... pour vrai, je prends les dimanches, je prends peut-être 90 minutes pour faire de la préparation de justement griller des légumes, mariner mes trucs. Puis finalement, la semaine, c'est rare, ça me prend plus que 10-12 minutes de mettre sur la table quelque chose à manger parce que, bon, évidemment, j'ai de l'expérience de traiteur, mais c'est parce que je veux vraiment mettre à l'honneur ce que j'ai cuisiné et je me suis fait une petite base. Donc, tu sais, c'est vraiment... C'est quoi l'alternative à manger comme ça? C'est d'aller t'acheter un plat préparé à 5... Ouais, mais pour moi, c'est même pas une option. Non, je sais, mais les gens, ils font quoi? Ben j'imagine, tu sais. Ça doit coûter cher, là, quand c'est pas ça que tu fais. Oui, puis la quantité de déchets, tu sais, moi, ça aussi, là, c'est un autre truc. Mais c'est ça, en plus, quand tu as des réserves de légumes et de fruits de saison, là, puis que tu fais ton épicerie dans ton congélateur, là, hey, c'est vraiment plus rapide aussi, là. Moi, j'ai le plus petit congélateur sur le marché, mais parce que je fais un roulement, puis parce que je suis excitée d'aller dégeler quelque chose, hey, ça devient tellement une seconde nature. Fait qu'il faut vraiment briser ces préjugés-là aussi, que c'est compliqué. C'est de mettre la créativité de l'avant au lieu de toujours penser en termes de profit. Mm-hmm. Absolument. Puis on revenait souvent à l'innovation, puis on s'adresse aux entrepreneurs notamment, puis à la relève d'affaires. Selon vous, c'est quoi, d'un point de vue du gaspillage alimentaire, l'apport des technologies puis de l'innovation? On pense notamment à Too Good To Go, par exemple, qui est une des technologies qui permet d'aller chercher les gaspillages des commerces locaux, puis de cuisiner avec. Selon vous, c'est quoi l'impact de ce genre d'innovation-là pour faire avancer la lutte contre le gaspillage? Ben, moi, je vais être d'une autre époque, mais je pense pas que la technologie est la réponse à tout, là. Puis je trouve que ça fait des trends, mais que c'est assez éphémère. Puis pourtant, tu sais, Too Good To Go, ça m'arrive là, d'y aller aussi. Là, je suis entourée de où j'habite, il y en a plusieurs, mais je pense pas que c'est dans la consommation. C'est parce que moi, ce qui me fâche, c'est qu'en ce moment, on consomme pour répondre à nos besoins, au lieu d'essayer de trouver la solution avec ce qui nous entoure, parce qu'on est entouré de notre solution. Donc, moi, je pense que de manger à base tu rassembles tous les petits légumes, là, que t'as, puis là, tu te fais une soupe. Des fois, je m'achète une canne de soupe parce que je suis dépassée par mon horaire, mais avec tous les petits légumes, j'aurais autrement gaspillé un reste de ci, un reste de ça. Je fais la soupe la plus extraordinaire en quelques minutes. C'est moins long que d'aller à l'épicerie ou de faire commander de la bouffe, tu sais. Fait que je dis pas que je crois pas à ça, ça répond à une clientèle, mais je ne pense pas que c'est la solution qui est la plus viable sur le long terme. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Je pourrais pas être plus d'accord personnellement. Donc, merci pour cette perspective. Je sais pas si tu as à rajouter. Je suis d'accord. C'est un retour à la base, tu sais, dans le fond. On n'a pas besoin d'une grande solution technologique pour juste avoir le bon sens, là. C'est-à-dire, manger en saison, manger bien, prendre le temps de manger, c'est toutes des affaires qui c'est la base du bien-vivre. Puis la santé, c'est ça. Fait que je les connais pas, les gens que tu as nommés. Là. Je me sens un peu mal. Mais voilà. Mais on oublie d'optimiser nos ressources. Mais c'est dans tout, là. T'sais, on est vraiment des gros gaspilleurs. Mais juste le plaisir d'optimiser puis d'aller au bout de quelque chose est tellement satisfaisant. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas avec la base de notre alimentation aussi, tu sais? Je sais pas. Faut qu'on trouve la réponse parce que vous nous avez donné plusieurs pistes de solutions. Donc, moi, je vais mettre ça en application du moins, puis j'encourage tout le monde qui écoute le podcast à en faire de même. Le bœuf braisé avec les choux raves, là. Ah, ça met l'eau à la bouche. Je veux dire, ça, c'est un bonheur, là. Absolument. Ça, c'est full local, full en saison, il y a zéro souci. Ouais.
sais. Absolument. Les belles mesclun là, qui vont avec ça, là, qui sont récoltées peut-être dans des serres, peut-être pas. C'est super, là. Puis peut-être question plus sur votre engagement puis l'impact que ça a eu sur vos vies. Vous êtes tous les deux entrepreneurs. Face à l'ampleur de ce défi, vous en avez fait chacun une carrière. Qu'est-ce qui vous motive à persévérer? Puis c'est quoi les changements positifs que vous avez vus, autant d'un point de vue personnel que dans vos communautés, depuis que vous avez pris la voie de l'action, dans le fond? Florence. Moi, c'est très thérapeutique, là. J'avoue, c'est limite égoïste d'aller rencontrer les gens, d'être sur le terrain. Puis je préfère être sur le terrain que d'être dans un contexte de divertissement parce que ça me rassure, en fait. Ça vient apaiser cette anxiété-là de savoir est-ce qu'on va dans le mur ou pas. Tu sais, des fois, il y a des moments de découragement. Mais en même temps, à chaque fois que je me déplace quelque part, que ce soit dans une cuisine d'établissement ou juste dans une conférence, puis moi, je fais beaucoup de conférences dans les écoles, autant primaires que secondaires, mais d'avoir cette discussion, ce dialogue-là positif avec les gens, je comprends qu'il y a personne qui est mal intentionné. C'est juste que les gens ont besoin d'être sensibilisés, puis ont besoin de savoir où est-ce qu'ils peuvent rayonner là-dedans, en fait. Fait que moi, ça m'a vraiment... ça m'apaise, en fait. Puis, en même temps, je pensais jamais en faire une carrière. Puis, tu sais, je l'avais dit dans la vidéo de Arista, là, justement. Moi, j'espère un jour que je vais pas avoir de job, tu sais, que ça sera... mon travail ne sera pas nécessaire pour pouvoir faire d'autres choses qui vont me satisfaire autrement. Mais c'est parce que je comprends pas qu'on doive avoir des métiers pour sensibiliser contre la lutte au gaspillage. Tu sais, c'est quand même incroyable. Mais quand je le fais parce que je vois qu'il y a un impact quand même, puis qu'après ça, il y a des gens qui posent action, puis que, tu sais, moi, je dis toujours aux enfants, si tu te pratiques dès maintenant à transformer les choses, puis à donner une deuxième vie au lieu d'acheter, jeter, bien, quand ça va avoir mon âge, ça va devenir un génie de l'environnement, mais non seulement ça, c'est que ça va devenir une seconde nature. Fait que, tu sais, pour toute la relève, de partager l'espoir, moi, c'est pour ça que je fais ça, en fait, puis d'être tout le temps nourrie aussi de trucs, parce qu'à chaque fois que je parle devant un groupe, j'apprends énormément parce que les gens partagent leurs trucs, puis il n'y a pas une conférence où j'ai pas appris quelque chose. C'est quand même incroyable. Merci. Tu as dû te le faire dire souvent, mais tu devrais être la personne qui remet de l'avant les cours d'économie familiale. Hey, mon rêve! On devrait te donner le mandat de monter le programme, hey, j'aimerais de tellement réenseigner ça. Tu sais, comment pas jeter ses vieux vêtements, les récupérer. Hey, c'est ma job de rêve. Moi, j'arrêterais tout pour faire ça. Bon, tu veux que je te réponde à mon affaire? Oui, s'il te plaît. Ben écoute, tu sais, moi, ce qui m'est arrivé dans mon parcours, tu sais, j'ai deux leçons que je veux donner en finissant mon petit brief. Mais moi, tu sais, on a démarré une ferme qui était vraiment différente, qui était petite. Nous autres, c'était 1 hectare en légumes cultivés. Puis, tu sais, la moyenne des fermes au Canada, c'est 500 hectares. Puis nous, éventuellement, après quelques années à faire notre travail de fermier de famille sur cet hectare-là, on générait plus que 150 000 de revenus par hectare. Puis la moyenne des fermes au Canada de revenus par hectare, c'est genre 600 $. Okay, fait qu'on était dans une explosion complète. On était dans un autre modèle. Puis pourtant, on n'avait rien inventé. Là. On a juste on avait une contrainte d'espace. Donc, on a optimisé ce qu'on avait. Puis on a fait mieux avec l'espace qu'on avait. Puis on avait de la demande. Donc, on s'est développé. Moi, quand j'ai démarré ma ferme, il y en avait une autre bio dans ma région. Là, aujourd'hui, il y en a 30. Autour de Fredericksburg, Dunham, Sutton, on est 30 à peu près agriculteurs. On a les mercredis fermiers où est-ce qu'on se rencontre à chaque semaine, on prend des pots ensemble. J'ai ouvert une table fermière. Il y a plein d'autres restaurants qui ont ouvert comme ça. Ça a créé une économie locale, mais vraiment forte, là, d'agriculteurs qui ont des marchés, qui ont des besoins, qui ont ça. Puis ça m'a toujours, moi, encouragé à partager ce que je fais parce que j'ai vu l'impact que ça avait eu chez moi. Puis comment ça a dynamisé ma communauté. Fait que là, tu sais, j'exporte un peu mon expertise, puis je me promène un peu partout dans le monde, puis je raconte cette histoire-là, puis je donne aussi, tu sais, les détails techniques de comment procéder. Mais pour répondre à ta question, moi, c'est un peu comme toi, tu disais, tu sais, j'ai vu l'impact que ça a, puis l'étincelle, des fois, chez des gens. Tu sais, les gens vont lire mon livre, Le jardinier maraîcher, puis ça va les allumer complètement sur quelque chose. Fait que moi, ça, je trouve ça cool, tu sais. Puis ça me donne envie de continuer.
Ben merci à vous deux. Vous avez certainement allumé des étincelles chez moi, puis j'imagine que ça va être le cas avec tous nos auditeurs. Donc, merci de faire ce que vous faites. Merci de le partager à notre micro aujourd'hui. Puis je vais terminer avec une question un petit peu ludique par rapport à vos frigos. Donc, qu'est-ce qu'on trouve systématiquement dans vos frigos tous les jours de l'année? Un aliment. Brocoli. Ah ouais, brocoli? Ouais. Ben, moi, c'est de la salade. Il y a tout le temps de la salade. Pourquoi? Ben, je mange de la salade midi, je mange de la salade le soir. Tu sais, je dis salade, là, ça peut être des épinards, ça peut être du chou. Tu sais, il y a toujours un bol à salade avec. Puis c'est ça qui est cool, c'est que tu sais, en hiver, c'est du chou. Après ça, les épinards. Après ça, c'est les jeunes pousses de mesclun. Après ça, c'est de la vraie salade comme on connaît. Ça change tout le temps. Moi, j'ai de la misère. Je comprends pas que les gens ne mangent pas de la salade 2 fois par jour. Fait que je trouve ça bizarre. Vraiment. On va amener ça. On va amener ça à la jeune chambre, la salade 2 fois par jour. Donc, merci encore une fois. Ça a été une superbe conversation. J'ai appris beaucoup. Puis, on va passer ça à la salle pour des petites questions du public. Donc, levez la main. Je vais amener le micro vers vous. N'hésitez pas. Le fil est limité. Il va falloir... Allô? Merci beaucoup. Je suis 100% dans les deux modèles qui se rejoignent pour moi. On pratique déjà ça beaucoup à la maison. On est même passé partenaire d'une ferme en fait cette année, fait qu'on a financé en dehors des prix du marché pour que les fermiers puissent vraiment avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Fait qu'on est super content de ça. Mais c'est moi qui pousse beaucoup à la maison, comme j'ai un chum qui connaît pas trop ça. Puis, tu sais, quand je ramène le panier à la maison, je suis émerveillée de tous les types de légumes que je peux cuisiner. Puis lui, il ouvre le frigo, il fait comme, bah là, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Il n'y a rien à manger et tout. Mon fils aussi, il fait ça. Bon, ben ouais, je te donnerai pas l'âge de mon chum, il est un peu plus âgé, je pense. Mais la petite question, c'est plutôt comment j'arrive à comme le motiver. Est-ce qu'il y a des livres, des ressources sur Internet, des choses comme il pourrait taper, mettons, fan de carottes ou brocoli, puis pas se retrouver noyé dans des dizaines de recettes qu'on par rapport. Là. Mais est-ce qu'il y aurait des petits trucs, des petites astuces? C'est de lui poser la question, qu'est-ce qu'il aime manger? Puis en fonction des réponses, c'est d'essayer de dire, OK, mais comment est-ce qu'on peut intégrer tel aliment à ta recette? Puis est-ce que ça tente de le faire ensemble si jamais lui, ça l'intéresse? Il y en a que ça les intéresse pas, hein? Mais une fois qu'il va trouver un plaisir à cuisiner différemment ses recettes préférées, là, il va vouloir vraiment dépasser ses limites. Puis il va essayer avec une autre recette qu'il aime, puis ainsi de suite. Puis il va vraiment créer probablement des classiques familiaux qui vont être populaires. Puis là, ils vont en parler. Là, puis il va devenir un ambassadeur sans s'en rendre compte. Parce que ça ne serait pas dans la contrainte. Mais par rapport à la contrainte, moi, c'est quand je suis dans la contrainte, en fait, que je m'épanouis le plus, mais il y en a que ça va bloquer. Donc si lui se fait dire quoi faire, peut-être qu'il ne le fera pas. Mais s'il est contraint à le développer avec ses bonnes idées, bien là, peut-être qu'il va y arriver. Merci. Moi, je veux donner ma perspective parce que mon garçon, il a 20 ans en passant. Fait que quand il ouvre le frigo, il dit il n'y a rien. Là, c'est comme... Je pense que c'est leur âge. Mais tu sais, oublie pas que de juste toi porter cette conviction-là, avec le temps, c'est ton allié. T'sais. À un moment donné, ça va devenir une espèce de référence, une force, quelque chose que même ton chum, à un moment donné, il va trouver... ça va devenir sa normalité. Ouais. C'est juste parce que toi, tu l'incarnes à tous les jours, à toutes les années passent. T'sais, le panier qui rentre, le respect de ce qu'il y a dedans, de cuisiner avec. T'sais, l'éducation, c'est souvent la répétition. Puis, fait que... merci beaucoup. Ben oui, lâche je garde pas. ce soir. Lâche pas, c'est super cool. Bravo de faire ça. Bonjour à tous les deux. Merci déjà, tout d'abord. J'avais une question un petit peu plus côté terrain agricole. Aujourd'hui, il y a 2% de terrain agricole exploitable au Québec, quand on sait qu'il y en a à peu près 45% aux États-Unis et quasiment 60% en France. Comment on explique ça? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un rôle des pouvoirs publics pour justement aider les producteurs, aider les fermes à avoir
peut-être une agriculture plus saine, plus durable, et justement subvenir, enfin scaler en tout cas, pour que justement on puisse consommer mieux? Je peux-tu répondre? Ben oui. Écoute, je veux vraiment t'amener sur une autre piste, si tu me permets. Tu sais, premièrement, au Québec, beaucoup du territoire est boisé. Fait que, tu sais, déjà, contrairement à la France et les États-Unis, là, le Québec, c'est un autre animal. Mais, tu sais, autant qu'on veut que le ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture réinvestisse en agriculture, moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut faire attention de ne pas remettre la responsabilité complète. Il faut que ça soit un mouvement citoyen, de dire on veut bien manger, on veut une agriculture qui n'est pas juste productiviste, mais qui est gardienne du territoire, de l'occupation du territoire, qui est gardienne de nos cours d'eau. Puis il y a des grosses pressions économiques, notamment, pensez-y, là, toutes les compagnies qui vendent des engrais chimiques, des herbicides, des pesticides, des fongicides, de la machinerie agricole, c'est toute la même compagnie ou presque. Fait que, tu sais, il y a des grosses pressions pour que l'agriculture soit d'une manière. Puis le gouvernement, souvent, il est pris en porte-à-faux avec ça. Tandis qu'un mouvement citoyen qui réclame autre chose, c'est pur. Fait qu'il ne faut pas donner son pouvoir puis dire ça devrait être le gouvernement qui s'en occupe. Il faut que chaque citoyen se responsabilise et mette la pression sur le gouvernement pour agir. Mais tu sais, il y a comme une étape qu'il faut pas juste faire comme c'est à eux de s'en occuper. Parce qu'ils sont vraiment, tu sais, moi je les côtoie, là, ils vont dire une chose, mais quand ils vont parler avec quelqu'un d'autre, les intérêts économiques sont vraiment huge, ils vont dire d'autres choses. Fait que là, t'es comme, ben là. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, les gens ils disent toujours ouais, mais tu trouves pas que c'est trop de responsabilité sur les consommateurs? Mais ça revient à ce que je disais tantôt. Quand tu fais un changement dans ton quotidien, puis qu'il y a des choses que tu n'en avais vraiment rien à foutre avant, mais là, soudainement, ça te dérange, ben là, tu vas exiger des changements parce que tu dis, hey, j'avais pas réalisé ça. Mais une fois que tu l'as réalisé, ben là, tu deviens vraiment un autre citoyen puis un autre consommateur. Puis, ben, eux autres, ils veulent pas te perdre comme électorat, évidemment, là. Donc, ils vont essayer de faire de quoi, tu sais. Mais pour comparer certains produits, à certains pays où il y a des politiques alimentaires, tu sais, je pense au Danemark, c'est 90% que c'est biologique et local dans les institutions. Ça facilite aussi ce changement-là. Puis maintenant, tu ne verras jamais un Danois qui va choisir quelque chose qui n'est pas biologique s'il y a l'option de bas de gamme à côté. Est-ce que tu penses que c'est les comment on les appelle? Les Danois? Les Danois qui ont été sensibilisés et qui ont créé le mouvement politique, ou c'est le mouvement politique qui a sensibilisé les Danois à ces politiques-là? Je ne pourrais pas te répondre, mais de mon feeling, là, pour y aller souvent, je te dirais que c'est un pays où que le citoyen est à l'honneur. Puis, là où il fait bon vivre, là, je te dirais, est tellement prioritaire que les gens ont des valeurs de base, puis c'est des valeurs humanistes, je te dirais. Puis après ça, ben ils ont probablement mis une certaine pression, mais c'était probablement aussi dans les valeurs du pays. Tu sais, comme c'était pas un en opposition à l'autre non plus. Je pense que ça s'est fait naturellement, mais je serais très curieuse. Je pourrais poser certaines questions parce que c'est très intéressant. Tu sais, je sais pas comment ça s'est fait, mais je sais que maintenant c'est implanté. Puis autant les consommateurs que le gouvernement, vous verrez pas pourquoi ça serait différemment. Tu sais. Mais moi, je suis de ton avis qu'à chaque fois que quelqu'un me dit ouais, mais tu sais, il n'y a rien à faire. Pourquoi, moi, quand Taylor Swift apprend son jet privé, puis je suis comme, hey, pour vrai. Moi, quand les gens me répondent ça me donne l'urticaire. Puis je suis comme, ouais, mais pose ça la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Puis quand tu vas vivre de tes convictions, il y a bien des affaires qu'après ça, tu t'achèteras plus, puis que tu vas consommer différemment, puis que tu vas optimiser, puis là, ça va te rendre fier. Fait que tu vas être, tu vas devenir un ambassadeur, puis ça va influencer, comme tu disais, les gens autour de toi. Donc, tu sais, moi, je pense qu'on est capable de se transformer nous-mêmes, puis que ça va avoir un impact pour transformer aussi le plus grand que nous, et le rassembler aussi. Ouais. Merci. Merci.
Moi, je peux y aller. Ça se bouscule vraiment dans ma tête là, parce que j'ai plein de questions, j'ai lu ton livre, là, j'ai fait me lancer, j'ai fait sacrer tout ça là, puis me partir une ferme. Ma blonde m'a ramené sur Terre. Mais c'est ça, en fait, moi, je me demande, puis vous parlez beaucoup de sensibilisation, puis de comment éduquer les gens par rapport à ça, puis je suis d'accord que ça passe par des mouvements citoyens, mais je sens qu'on vit un peu dans une chambre d'écho, en se parlant aujourd'hui, on a tout un intérêt là-dessus, puis on fait des choix par rapport à ça. Mais quand tu regardes le monde, comment il se profile en ce moment, puis surtout avec les choix qu'on doit faire à propos de l'économie, etc., puis la polarisation au niveau de la politique, comment on vient... ça passe-tu par les systèmes d'éducation? Ça passe-tu par... comment t'influences les gens, mettons, qui habitent en banlieue, qui vont au Super C, puis qu'ils achètent... je vois les paniers d'épicerie, c'est catastrophique. Comment on influence ces gens-là qui ont comme aucun intérêt, puis leurs valeurs sont pas du tout là, puis sont plus sur la consommation excessive, etc.? Écoute... Moi, là, je te file en maudit parce que si je vais au Super C, là, c'est sûr que je capote parce que tout ce que je pense, ça n'a pas rapport. Là. C'est ça. Tu sais, là, c'était comme les bas prix à tout prix, puis ça pogne, là. En ce moment, là, il y a une méchante... tu sais, on n'est pas populaire, toi puis moi, en ce moment, avec notre message. Là. Ce qui pogne, c'est le pas cher, puis va vers ça, puis les circulaires, puis... Mais, tu sais, premièrement, j'ai pas la réponse à ta question. Mm-hmm. Pour te répondre. Là. C'est un peu philosophique. Ben non, mais t'as raison. Moi, je me dis qu'il y a une question de leadership, d'influence là-dedans. Il y a une question de citoyenneté. Il y a une question d'économie aussi. Je veux dire, une économie qui n'a plus d'économie, c'est sûr que les gens, ils ont moins de choix. Fait que, je réalise à quel point, quand même, c'est important d'être réaliste dans ce qu'on fait. T'sais, moi, j'ai toujours dit, moi, je fais de l'écologie, mais je fais aussi de l'entrepreneuriat, puis mes business, ils roulent, là. Ils sont rentables, t'sais. Fait que, ouais, je te détourne un peu la question, mais c'est sûr que c'est le nerf de la guerre. C'est comment faire pour mobiliser tout le monde vers quelque chose qui est mieux. T'sais, moi, ce que j'ai toujours eu peur, c'est de me faire inviter à Paul Arcand, puis qu'ils me disent, c'est bien beau, Jean-Martin, là, mais c'est élitiste ton affaire, puis qu'est-ce que tu fais avec tes légumes qui coûtent cher? Puis je pense souvent à ma discussion avec Paul Arcand, puis je suis comme, oui, mais tu sais, M. Arcand, on est-tu obligé de tout boire du vin cheap ou manger des fromages cheap, puis que tout soit cheap pour que ça soit accessible? Tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Fait que, mais je n'ai pas la réponse à l'adéquation. Tu sais, je sais pas comment faire qu'on mérite toute la bonne nourriture, mais il faut que ça se paye, puis je sais pas. Tu sais, j'ai pas la réponse. Bien, moi, je pense qu'il faut cibler le message aussi, puis à qui on veut s'adresser, parce que quand je regarde les campagnes sur le gaspillage alimentaire des gouvernements, je trouve que ça s'adresse à personne. Ça se veut tellement inclusif que finalement, personne ne se reconnaît. Donc, personne ne fait l'accent. Ils font juste se faire mettre dans le visage qu'il y a un problème. Ils sont comme, ouais, OK, il y a un problème. Puis là, ils se sentent comme pas du tout à la hauteur, complètement démunis aussi. Donc, en ciblant, puis en disant, mais toi, comme... Puis tu sais, quand ça te ramène à toi, puis là, tu essaies de te trouver, OK, ben moi, j'aime ça de cette façon, ou je le fais... Puis là, j'ai trop d'émotions dans ce que je veux dire, mais pour faire du pouce aussi sur ce que tu disais, c'est que moi, c'est incroyable, en cuisinant zéro gaspillage, là, à quel point ça me coûte pas cher cuisiner, puis à quel point ça me prend pas de temps cuisiner. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer plus. Puis c'est pour ça que j'ai énormément de photos dans mes présentations, puis tout pour le démontrer, parce que c'est incroyable à quel point c'est efficace, c'est économique. Puis, tu sais, la consommation énergétique, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, là, j'ouvre pas souvent le four parce que ma recette, c'est le rebond de ma précédente. Fait que c'est rare que je pars de zéro d'une recette. Je fais des bases et là, je crée au travers de ça. Fait que tu sais, ça répond pas tout à fait à ta question, mais moi, je pense de revoir les procédures aussi. Hey, moi, j'ai pas de tracteur. C'est quand même incroyable, là, tu sais, puis on fait un chiffre d'affaires. Ah ouais. Intéressant. Mais fait que, tu sais, c'est ça. Oui, c'est de revoir les procédures, de ne pas avoir peur on se fait imposer une façon de faire, mais qui n'a pas nécessairement du sens, tu sais, puis qui rend les gens stressés, anxieux, malheureux, qui a une pression financière. Bien, moi,
sais, de juste de pas avoir peur de déconstruire tout ça, puis de le faire en fonction de qu'est-ce que ça nous dit en dedans, là. Puis je sais pas, tu sais, je pense que le changement est vraiment plus rapide aussi quand on part de soi, qu'on essaie de se conformer à quelque chose qui nous ressemble pas. Merci. Shit, j'aimerais ça être invité plus souvent avec toi. Je suis tellement... j'adore quand tu parles. Je connecte vraiment avec tout ce que tu dis. C'est réciproque. Sincèrement. Merci encore une fois. Ça conclut. Merci. Merci encore une fois. Puis j'ai ma collègue qui vient de me faire un petit clin d'œil. Puis je pense que c'est très au sujet, mais le nouveau slogan de la Jeune Chambre, c'est le changement passe par vous. Ah, donc, c'est bien ça. Je pense que c'est. Je le savais pas. C'était même pas plugué. Pas là. planifié. Mais merci pour cette superbe conversation. Merci pour vos questions. Puis au plaisir de Merci vous à toi. retrouver très Merci. bientôt.